Exercice numéro 4 sur la courbe consommation-revenu. Donc l'énoncé nous donne une fonction d'utilité qui est ici. Cette fonction d'utilité, elle est définie avec certains critères de restriction. Ici, on doit avoir x1 et x2 qui doivent être strictement positifs, ce qui pour des consommations n'est pas trop surprenant. Et autre paramètre qu'on nous indique d'ores et déjà, c'est que P1 est égal à P2 est égal à 1. 4 questions, nous demande de déterminer les équations des fonctions de demande. On nous interroge sur ce qu'il se passe si le revenu est inférieur ou égal à 3. On nous demande ensuite de faire une représentation graphique et enfin de réfléchir sur les courbes d'Engel de ces deux biens de manière à les caractériser. La condition de premier ordre de maximisation s'écrit sous cette forme-là. Donc on va maximiser l'utilité qui est égale à x1 facteur de x2 plus 3 sous contrainte du revenu. Alors pour simplifier la dérivation, moi j'ai préféré développer cette écriture-là, mais vous pouvez évidemment faire la dérivation directement à partir de cette écriture-là. Donc ici j'ai reporté le x1, j'ai développé le x1 sur chacun des membres de la parenthèse. On va remplacer ce programme par l'égalité entre le TMS et le rapport des prix. Il s'agit d'une caractéristique qui n'est vraie, qui n'est vérifiée que à l'équilibre. Et donc, on va avoir la pente de la courbe d'utilité qui est égale à la pente de la contrainte de budget. La pente de la courbe d'utilité, c'est le TMS qui est égal au rapport des utilités marginales, ce qui est écrit ici. Et puis, cette égalité-là est égale à la pente de la contrainte de budget, et la contrainte de budget a comme pente P1 sur P2. Donc on va vérifier cette égalité-là. Pour faire cela, il faut calculer le TMS, donc on va calculer l'utilité marginale du bien 1, donc on dérive la fonction d'utilité par rapport à x1, et on obtient ici x2 plus 3. Ici, on cherche l'utilité marginale du bien 2, donc on va dériver la fonction d'utilité par rapport à x2, et donc ici on obtient x1. On obtient donc ce ratio qui est égal à P1 sur P2. On va le modifier et on va chercher à isoler x1. Donc ici, on a isolé x1, on obtient ce ratio. Quel est l'intérêt? Eh bien, on va pouvoir réinjecter ce ratio à l'intérieur de la contrainte de budget. Donc on remplace x1 par ce qu'on vient de trouver. On fait un peu de simplification mathématique. Ici, les P1 se simplifient. Ensuite, on va pouvoir faire une réécriture en faisant les additions des P2, X2. Et enfin, on va isoler X2. Alors, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est qu'ici, à ce stade-là, on a bien écrit X2, la demande de bien 2, en fonction de paramètres qui vont nous être donnés dans notre économie, à savoir le revenu de l'individu et le rapport des prix, plus exactement ici, le prix P2. L'intérêt, c'est que ça, on va pouvoir le réinjecter dans l'écriture de x1. Ici, on observe qu'on a un x2. Donc, on va remplacer ce x2 par la valeur qu'on a trouvée précédemment. Et on va faire une petite simplification mathématique. Et on obtient finalement que x1 est égal à R plus 3P2 sur 2P1. Donc on a bien obtenu ici l'écriture de la demande en bien 1 et de la demande en bien 2 en fonction de paramètres de l'économie, à savoir le revenu de l'individu et les prix P1 et P2. On va pouvoir simplifier encore un tout petit peu cette écriture, puisqu'ici on obtient P1 et P2, et donc on sait dans l'énoncé que P1 est égal à P2 est égal à 1. Donc ici, si on remplace P1 et P2 par les valeurs fournies par l'énoncé, on obtient R plus 3 sur 2 et R moins 3 sur 2. L'énoncé nous invite après à nous interroger sur l'existence de ces résultats dans le cas où le revenu est inférieur ou égal à 3. Donc on va couper en deux, on va déjà regarder ce qui se passe si le revenu est strictement inférieur à 3. Donc si le revenu est strictement inférieur à 3, eh bien ce ratio-là, R moins 3 sur 2, devient négatif. Or, on se rappelle que x1 et x2, ce sont des quantités consommées d'un bien. La quantité peut être nulle, mais elle ne peut pas être négative. On ne peut pas consommer moins 3 baguettes. Donc ici, ce résultat-là est forcément positif. Donc si R est strictement inférieur à 3, on est dans une situation particulière qui s'appelle une solution de coin.
Qu'est-ce qui se passe si jamais ici on a un revenu qui est égal à 3? Et bien à ce moment-là, x2 sera égal à 3 moins 3 sur 2, c'est-à-dire 0 sur 2, c'est-à-dire 0. Là aussi, on a une situation particulière. Alors on va commencer par celle-ci et puis on étendra à la situation précédente. Ici, on a obtenu l'idée que la consommation en bien 2 serait égale à 0. Donc en fait, on ne consomme pas du bien 2. Et l'individu va consommer uniquement du bien 1. Autrement dit, la totalité du revenu sera utilisée pour consommer du bien 1. Cela signifie que la quantité de biens qui va être consommée par cet individu en bien 1, ça va être son revenu divisé par le prix de P1. Si j'ai 10 euros que je consomme des baguettes à 2 euros, ben j'en consommerai 5. C'est la même idée, j'ai un revenu que je divise par le prix du bien que je veux acheter, ça va me donner la quantité de biens que je vais pouvoir acheter. Et ce calcul fonctionne parce que je ne dépense pas du tout pour acheter du bien 2, puisque je ne consomme pas du bien 2. Dans cet exercice particulier, il s'avère que P1 est égal à 1. Donc du coup, R sur P1 devient R. Attention, ça c'est spécifique à cet exercice, car P1 est égal à 1. Qu'est-ce qui se passe si le revenu est inférieur à 3? Eh bien, on a dit qu'ici, on avait quelque chose de négatif. En fait, par extension, on va considérer que c'est la même situation que précédemment, c'est-à-dire qu'on va faire comme si l'individu n'avait pas une consommation négative, mais une consommation nulle en bien 2, et par conséquent, sa consommation en bien 1 sera également égale à R sur P1. C'est ça qu'on appelle une solution en coin ou solution de coin. Que se passe-t-il maintenant si le revenu est supérieur à 3? Eh bien à ce moment-là, on n'a pas de problème particulier. L'ensemble des deux résultats x1 étoile et x2 étoile vont être positifs. Et donc là, eh bien, on fait notre calcul et on obtiendra les quantités consommées en bien 1 et en bien 2 en remplaçant R par sa valeur 4, 5, 6, 37 ou la valeur que vous souhaitez. La troisième question nous invite à nous interroger sur la courbe revenu-consommation ou consommation-revenu. Alors, cette courbe-là, c'est une trajectoire d'expansion du revenu, et donc ça nous donne une représentation graphique de l'ensemble des équilibres que va obtenir le consommateur pour différents niveaux de revenus. Cette écriture-là a été déjà en fait réalisée dans des calculs précédents. Donc on ne va pas refaire de nouveaux calculs, on va revenir en arrière sur les calculs de la question 1. Et dans la question 1, on avait ces éléments-là. Comment est-ce que je la reconnais, ma fonction consommation-revenu? C'est une fonction qui va me donner la consommation d'un des biens en fonction de la consommation de l'autre bien. Donc autrement dit, c'est cette écriture que j'ai mise en verte, où on a la consommation de bien 2 en fonction de la consommation du bien 1. On a bien la fonction de consommation d'un des biens en fonction de l'autre. Et donc, en fait, avec les différents niveaux de revenus, on va pouvoir obtenir eh bien, les différents équilibres. C'est ce qu'on va voir graphiquement juste après. Donc pour obtenir la fonction de consommation-revenu, je pose mon stylo, je reviens en arrière sur les systèmes d'équations que j'ai déjà fait et je cherche à identifier une écriture de x2 en fonction de x1 ou alors de x1 en fonction de x2. Peu importe en fonction du calcul que vous avez fait, qu'ici vous ayez isolé x1 ou x2. L'important c'est qu'on retrouve bien la référence à chacune des deux consommations dans la même écriture. Dans cet exercice particulier, on a une solution en coin. On a identifié que P1 est égal à P2 est égal à 1 et que par conséquent, lorsque le revenu est inférieur ou égal à 3, on a une solution en coin. Par conséquent, il va falloir qu'on écrive notre réponse en deux temps. Première chose, si le revenu est supérieur à 3, alors eh bien, la courbe consommation-revenu s'écrit sous cette forme-là. Alors si on va jusqu'au bout de la simplification, je remplace P1 et P2 par 1. Par conséquent, ces deux valeurs-là disparaissent et la courbe consommation-revenu s'écrit sous cette forme-là. Complément à cette analyse, que se passe-t-il si le revenu est inférieur à 3? Eh bien alors à ce moment-là, solution en coin, comme on l'a vu dans la question numéro 2, x2, la quantité consommée de bien 2, est égale à 0. Graphiquement, qu'est-ce que cela donne? Eh bien, on va avoir ici la représentation graphique suivante. Donc, on connaît notre fonction d'utilité. La fonction d'utilité, si je veux la représenter, il va falloir que je fasse une carte de courbe d'indifférence, donc une carte d'indifférence. Pour avoir mes courbes d'indifférence, eh bien, il va falloir que j'écrive x2
en fonction de x1. Je vais donc considérer que U n'est plus un lettrage, enfin, ça va rester une lettre, mais on va considérer qu'en fait ici c'est un paramètre. De la même manière que P1, P2 et R sont des paramètres, et bien U va devenir un paramètre qui aura comme valeur 1, 2, 3, 50 ou n'importe quel chiffre. Et on va chercher à isoler x2. De la même manière que dans un rapport xy, eh bien, vous écrivez une fonction en mettant y égale, et bien là on va faire la même chose, on va mettre x2 égale en considérant que U est un paramètre comme un autre. Donc ici on va isoler x2, donc là j'ai divisé par x1 de part et d'autre de mon signe égal, et puis ensuite eh bien, j'ai fait moins 3 de part et d'autre de mon signe égal de manière à isoler x2. Je vais obtenir, en remplaçant U par des valeurs, par des données chiffrées, je vais obtenir les différentes fonctions qui sont ici. Donc sur la carte d'indifférence, là je n'ai tracé que deux courbes d'indifférence, une rouge et une verte, mais on imagine qu'il y en a une infinité. Je vais ensuite tracer toutes les contraintes de budget. Donc les contraintes de budget, elles s'écrivent sous cette forme. La contrainte initiale, c'est celle-ci, mais dans cet exercice, P1 égale P2 égale 1. Donc le revenu s'écrit x1 plus x2. Donc ça donne ici, par exemple, cette droite-là, mais là aussi, en fonction de la valeur du revenu, on va avoir une infinité de droites. Plus le revenu sera petit, plus la droite tendra vers 0, tout en étant parallèle à celle que j'ai tracée. Plus le revenu sera grand, et plus j'aurai une droite quelque part par ici. On va donc avoir une infinité d'équilibres qui vont être ici. Si je relie tous ces équilibres, eh bien en fait je vais obtenir dans cet exercice une droite. Je pourrais obtenir une courbe, mais là c'est une droite. Et cette droite-là, c'est la courbe consommation-revenu, celle que nous avons travaillée juste auparavant. Et qui a donc pour équation x2 est égal à x1. Quatrième question, les courbes d'Engel. Alors les courbes d'Engel relient la consommation avec le revenu. Donc l'idée c'est de mesurer l'évolution de la consommation d'un bien avec l'évolution de son revenu. Donc on va le faire en termes de calcul, on va le faire en termes d'analyse graphique. Donc en termes de calcul, on a deux solutions. Ce qu'il se passe si le revenu est inférieur à 3, ce qu'il se passe si le revenu est supérieur à 3. Je vais commencer par une situation standard, c'est-à-dire, je terminerai tout à l'heure par la solution en point. Donc si le revenu est supérieur à 3, donc ici on a bien nos deux fonctions de demande qu'on a établies dans les questions précédentes. Dans cet exercice, je sais que P1 égale P2 est égal à 1, donc je peux écrire mes deux fonctions de demande sous cette forme-là. Qu'est-ce que j'observe? J'observe que j'ai quelque chose de croissant. C'est-à-dire qu'ici, je vais avoir un chiffre pour x1 qui est d'autant plus grand que le revenu est grand. Et puis, même chose pour x2, je vais avoir un résultat chiffré qui est d'autant plus grand que le revenu est grand. Autrement dit, je vais avoir des demandes qui sont croissantes avec le revenu. Plus l'individu ici a un revenu qui est grand, plus il va consommer du bien x1 et du bien x2. Cette partie-là analytique est retranscrite ici graphiquement. Donc ici, on retrouve en rouge et en bleu les représentations graphiques de R plus 3 sur 2 en bleu et de R moins 3 sur 2 en rouge. Que se passe-t-il dans la situation précédente, c'est-à-dire entre ici 3 et 0, lorsque le revenu est inférieur à 3. Lorsque le revenu est inférieur à 3, on a vu dans les études précédentes que x2 était égal à 0. Donc effectivement, ici, la consommation du bien 2, en rouge, commence lorsque le revenu est égal à 3 et il n'y a pas de consommation quand le revenu est inférieur à 3. En ce qui concerne le bien 1, eh bien, entre 0 et 3 pour le revenu, l'individu utilise la totalité de son revenu pour utiliser du bien 1. Or, le prix du bien 1, c'est 1. Donc on a dit que la quantité consommée du bien 1 était égale à R. Donc on trouve ici cette représentation graphique là, x égale y, enfin x1 égale x2. Et donc ici on passe par les points 1, 1, 2, 2 et 3, 3. Puis le revenu dépasse 3 et donc on a ces deux représentations graphiques. On a ici les deux courbes d'Engel de nos biens.
Qu'est-ce qu'on en conclut? Eh bien, on en conclut que ce sont des biens dits normaux. Alors, les biens normaux sont des biens qui ont comme caractéristique d'avoir une quantité consommée qui augmente parce que le revenu augmente. Plus je suis riche, plus j'ai un revenu important, plus je vais consommer de ces biens-là.